Vous demandez-vous pourquoi le gouvernement s'entête à faire passer, à un an des élections présidentielles, une loi très impopulaire et dont même les partisans disent qu'elle est déjà vidée de l'essentiel de son contenu? Il n'en est pourtant pas à un recul près. Pour bien comprendre, débarrassons-nous d'abord des raisons officielles. Notre code du travail est trop lourd, trop compliqué. C'est vrai. Il est bien plus épais que celui de nos voisins et un code trop complexe a vocation à être contourné et profite finalement surtout aux avocats, comme en témoigne le nombre croissant d'actions en justice. Mais avec plus de 130 pages de règles supplémentaires, la loi El Khomri ne simplifie rien. Certains articles en remplaceront d'autres, certes, mais aucun gain significatif de ce côté-là. La société change, le code du travail n'est plus adapté. C'est vrai aussi. Le code du travail s'est construit sur l'hypothèse du plein emploi et le modèle du CDI. De moins en moins de gens seront concernés par ce modèle social et beaucoup risquent ainsi de se retrouver exclus du cadre législatif si celui-ci n'évolue pas. Mais lors de l'arrivée d'Uber, par exemple, ce gouvernement n'a montré aucune capacité à anticiper l'évolution de notre économie, aucune vision d'avenir. La réforme du Code du travail est un chantier énorme, délicat, qui demande une vision, des compétences, de l'expérience. À une exception près, aucun membre de ce gouvernement n'a été employé, employeur ou acteur de l'économie à titre personnel. Et là où il faudrait une personnalité incontestable, ils nous sortent d'un chapeau une fonctionnaire, fille de fonctionnaire, qui n'a jamais été concernée par ce code, et qui ne le sera jamais, et qui en ignore l'essentiel. Dans le deal, Myriam El Khomri gagne un salaire et une retraite de ministre, mais elle apporte quoi? Quelle est la pertinence de sa nomination au regard d'un tel enjeu? Et que dire de son prédécesseur, François Rebsamen, qui se voyait un destin national passant par l'intérieur et Matignon, et qui finalement se débine du ministère du Travail quelques semaines avant l'annonce de la loi? À aucun moment, ce gouvernement ne s'est donné les moyens d'une réforme de fond. Le projet de la loi El Khomri s'attaque bien au CDI, mais sans y apporter d'alternative. C'est un amalgame de propositions ne présentant aucune vision et aucun projet de société. La nécessaire modernisation du Code du travail reste à faire. Le troisième argument est aussi le plus polémique. Il faut libéraliser le licenciement pour limiter les risques à l'embauche, ça incitera les entreprises à embaucher. Vrai et faux. La plupart des employeurs vous confirmeront que la difficulté à licencier un CDI, liée aux aléas d'une embauche et à l'incertitude des affaires, constitue bien un frein. Et on peut le comprendre et en débattre. Mais restons pragmatiques. Une entreprise qui a suffisamment de personnel pour son activité n'embauchera personne de plus simplement parce qu'elle peut le virer facilement. Et une entreprise qui a vraiment besoin d'embaucher pour assumer sa croissance le fera malgré les contraintes législatives, éventuellement en passant par des CDD, ce qui se fait de plus en plus. C'est donc d'abord et surtout la conjoncture économique qui décide des embauches. Les contraintes législatives n'ont qu'un rôle marginal. Autrement dit, il est possible qu'au moment de son entrée en vigueur, la facilitation du licenciement libère l'embauche de quelques postes pour lesquels il y avait hésitation, et crée ainsi un sursaut momentané. Mais sur le long terme, c'est la donne économique qui continue de faire loi. Même si une certaine souplesse à cet égard est souhaitable, elle n'est pas de nature à relancer durablement l'emploi. Par contre, une mesure comme l'assimilation du temps d'astreinte à du repos, présentée dans ce projet de loi, permettrait à un employeur d'optimiser le rendement de ses employés effectuant des astreintes. Donc un chef de service qui avait besoin de 20 personnes pour assurer un service d'astreinte pourra désormais le faire avec 18. Une mesure comme celle-là est évidemment facteur de désembauche. Il en va de même pour la baisse du coût des heures supplémentaires. Tant qu'elles étaient payées cher par l'employeur, il avait intérêt à embaucher plutôt que de multiplier les heures sup. S'il les négocie à bas coût, il limitera les embauches. Autrement dit, en termes d'emploi, si on ne peut attendre un effet légèrement positif à court terme, cette loi aura assurément des effets négatifs sur le long terme. Alors, si ça n'est ni la simplification, ni la modernisation, ni l'emploi à long terme, quel est le but du gouvernement Hollande avec cette loi si controversée? Il faut se rappeler que François Hollande croit toujours pouvoir être élu en 2017. Il lui reste 15% de satisfaits, soit environ 5 millions d'électeurs, alors qu'en 2012, il n'était le premier choix que d'1 million d'entre eux. Mais il s'est piégé lui-même en annonçant qu'il ne se représenterait que si la courbe du chômage s'inversait. Il était persuadé que la crise passerait naturellement, que l'économie mondiale récupérerait de la croissance, que la France en profiterait, et qu'ainsi le chômage s'améliorerait en France et qu'il n'aurait qu'à s'en attribuer le mérite. Il avait raison pour le début du raisonnement, et l'amélioration attendue s'est produite. Chez nos voisins. Chez nous, l'absence de gouvernance fait que la France n'a ni pris le chemin de la rigueur économique ni celui de la libéralisation. On patauge et le chômage progresse. Dans ce contexte, sa légitimité devient discutable et même Jean-Christophe Cambadélis n'a pas pu lui éviter les primaires de la gauche. Alors il prend des mesures pour virer des chômeurs des statistiques, les changer de catégorie, les mettre en formation, mais il a besoin du patronat et des financiers pour atteindre son but. Il reprend leurs revendications, les fait reformuler par les fonctionnaires du ministère et fait présenter un projet de loi par une femme de paille naïve et qui ne prétend aucun mandat électoral. Ça devrait suffire pour faire le sursaut annoncé début 2017. Et bien sûr, pas question de renoncer. Et les Français dans tout ça?
De quoi se plaignent-ils? C'est eux qui l'ont élu. Et si François Hollande se sort des primaires du PS, il pourrait bien se retrouver le candidat de la gauche au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et ces mêmes Français risquent alors de ne pas avoir d'autre choix que de le réélire. Ça vous paraît énorme qu'un président puisse plus se préoccuper d'obtenir sa réélection par le biais de manœuvres politiciennes que de gouvernance? C'est pourtant ce même président qui, il y a 2 ans, proposait aux Français une découpe des régions purement électoraliste et sans fondement culturel ou économique, en partie retoquée par les assemblées. C'est aussi ce gouvernement qui a récemment fait voter discrètement une loi limitant le temps de parole des petits partis pendant la campagne présidentielle. Parce que François Hollande ne craint pas seulement ses adversaires de droite ou ses rivaux de gauche, mais aussi les mouvements citoyens alternatifs qui font recette à l'étranger et qui pourraient bien offrir aux électeurs en mal de vote sanction une alternative plus glamour que Marine Le Pen. Je ne prétends pas vous dire pour qui voter en 2017. Ce qui importe, c'est de voter en connaissance de cause, en conscience de la réalité qui se tient au bout de votre bulletin de vote. Parlons-en.